On passe maintenant à l'actualité du Togo. La coalition des 14 à la recherche d'un candidat unique. On sait que le sujet a été abordé lors des 2 journées de réflexion que la coalition a eues. En l'absence de 5 partis, le sujet du candidat unique pour 2020 est revenu. Et selon un point que la coalition a donné en conférence de presse hier, c'est que 6 partis étaient pour une candidature unique, 2 étaient opposés et il y a un qui n'a pas donné clairement sa position. Éric Dupuis, dans une émission radiophonique aujourd'hui, a déclaré clairement que l'ANC faisait partie de ces partis qui n'étaient pas pour une candidature unique de l'opposition pour 2020. Basile Agbo, qu'est-ce qu'il faut aller comprendre au niveau de la coalition des 9 aujourd'hui? Je vais commencer par une anecdote. Ouais. C'était un groupe qui s'est réuni et on veut élire un président. Et donc, on veut un candidat unique. Et tout le monde devait déposer un nom dans l'urne. Et il se fait que chacun a pris la feuille, on a déposé. Et au dépouillement, on a trouvé que celui qui a gagné s'appelle Monsieur Moi. Le candidat unique de tous, c'est moi. Ouais. Alors, mais comment? Qui est ce Monsieur Moi? Tout le monde a dit non, moi j'ai dit que c'est moi. L'autre dit moi j'ai dit que c'est moi. Alors, on parle d'une candidature unique de l'opposition togolaise. Je connais cette opposition togolaise. Et j'avoue que moi, ça m'a fait rire lorsque j'ai entendu ça, parce que connaissons l'histoire de notre opposition. On veut le candidat unique de l'opposition. Chacun dira que c'est lui le candidat unique de l'opposition. Dans ce pays, nous avons vu, on était donc avec le Code 2, quand il avait été proposé qu'on choisisse un candidat unique. Et les gens ont choisi Edem Kodjo. Il se fait que quelqu'un a quitté la salle de réunion qu'ils étaient à Ouaga. Il est revenu ici et il dit non, moi aussi je suis candidat. S'il faut choisir un candidat de l'opposition, c'est moi. Et après, il est allé soutenir notre candidat et de bric-à-brac, il annonce à tout le monde que si ce candidat-là n'est pas retenu, moi aussi, je retire ma candidature. Obligeant donc Edem Kodjo à retirer sa candidature. Nous étions en 93. Oui. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que notre opposition togolaise, parlant de candidature unique, je n'y crois pas. Parce que chacun a son orgueil et chacun voudrait que ce soit lui. Et c'est ça qui gênera cette histoire de candidat unique de l'opposition. D'accord. Francisco, c'est peut-être ce qu'a compris l'ANC et a dit nous ne sommes plus dans ce jeu de candidat unique aujourd'hui. Non, ça ce sont les propos de Éric Dupuis. Moi, en fait, Éric Dupuis, moi, je l'ai toujours pris comme quelqu'un qui est à l'opposition, mais qui communique mal, ou soit qui reçoit peut-être les ordres du cadre d'en face. Et pour, n'est-ce pas, jeter des propos comme ça, qui sont sujets à polémique. On a vu comment, dès lors qu'il y a quelqu'un qui émerge comme un leader, quand Éric Dupuis va sur les médias, il le casse. Et Patrick Lawson était quand même le meilleur communicateur au niveau de l'ANC, mais malheureusement, je ne sais pas, lui aussi... il y a l'effet de l'âge aussi. Oui, il y a l'âge, mais il y a les compromissions aussi. Bon. Bref, Dupuis, moi, je ne pense pas que Dupuis est véritablement... sinon ancré que... Je dois accepter qu'un jour, il y aurait une certaine alternance au pays. Donc, il joue le jeu pour quelqu'un ailleurs. Ah bon. Oui, mais malheureusement, oui, je dis peut-être, malheureusement, l'ANC n'a jamais pu le recadrer parce que quand il fait cette déclaration, jamais le parti ne réagit pas. Et puis, regardez, ils font une conférence de presse, la C14, et voilà, le lendemain, c'est lui qui sort. Il va sur tel média et autres, il bavarde, il dit des conneries. Normalement, l'ANC doit, en fait, sortir un communiqué ou recadrer. Éric Dupuis n'est pas à son premier essai, il en a toujours fait. Et ce n'est pas bien pour même lui-même
parce qu'il est quand même un homme âgé. Bon, peut-être à sa décharge, il n'est pas un communicant de formation, hein, c'est un... Oui, mais qu'est-ce qu'il envoie? Un financier, on a appris qu'il était peut-être réceptionnaire dans une banque. Je sais qu'il est employé de banque, je ne sais pas quel poste il a occupé. Oui, certainement aussi que, vous savez, dans ce genre de famille, il y a l'héritage familial qui joue beaucoup et que, bon, les gens pensent que, voilà, ils ont tout et puis ils peuvent dire de n'importe quoi. D'accord. Maintenant, Credo, on sait que cette histoire de candidature unique, on en parle depuis des années, mais ça ne marche jamais en ce qui concerne le Togo. Est-ce qu'il faut continuer à s'y arc-bouter? Non, mais je voudrais faire juste quelques pas en arrière, en marche d'escalier, pour dire, avec toutes les difficultés qu'on a vues dans la tenue même de ce conclave de la C14, le problème réel, c'était, et c'est Mme Adjamago qui jouait le mauvais rôle, ou bien qui jouait le rôle de l'ANC, qui voudrait aller à une candidature unique dans un premier schéma. Et la candidature unique, là, serait celle de M. Jean-Pierre Fabre. Nous faisons des analyses politiques, il faut avoir le courage de planter le décor. Ce schéma a échoué avec les sorties, la non-approbation de certains autres partis composant la C14. Donc là, le conclave a fait flop. Donc nous tous, nous savons. Maintenant, après cette conclave-là, et avec l'annonce d'une conférence de presse de la C14, on a également entendu que le parti de M. Tchipi Achadam aurait fait des remontrances, aurait fait des pressions. La conférence de presse a été annulée. Après l'annulation de cette conférence de presse de la C14, il nous en souvient également que lorsque les partis, disons, qui ont été ressuscités dans la C14, là, faisaient des actions collégiales, le PNP continuait toujours son action en solo, tout en prenant langue avec ses militants. Donc ça, là, c'est... En termes de communication, donc c'est dire qu'il y a déjà un problème, mais aucune des parties prenantes n'a pas le courage d'assumer devant ce peuple-là dont ils ont abusé pendant plus de 18 mois. Donc chacun voulait garder sa chasse et autres là. Vous aurez remarqué que lorsque cette conférence de presse a été reportée, s'inédit de la C14, le PNP est monté au créneau et le PNP avec un autre langage qui était, disons, divergent, discordant, sans oublier que le CAR avait déjà tapé du poing sur la table. Le parti de M. Philbert Atisso, Togo autrement, donc ils ont fait des révélations, donc ils ont montré, ils ont, disons, établi leur désapprobation par rapport à l'ambiance, à la conduite même des actions au sein de cette nébuleuse qu'est la C14 et autres là. Et lorsque le PNP a fait sa conférence, le PNP est retourné en arrière pour dire que nous revenons à notre revendication de la C92 originelle. Donc c'est dire qu'on fait le rétropédalage, mais on le fait malheureusement tout en insultant l'intelligence de ceux qui sont leurs militants et qu'ils ont assimilés un temps soit peu, un moment donné, au peuple togolais, ils les ont insultés. Parce que l'évolution de la réflexion politique ne permet pas qu'on redise aujourd'hui que nous revenons. Donc c'est dire qu'avec les morts qu'on a causés à travers les manifestations publiques, vous abusez de ce peuple, vous abusez de vos militants, vous n'avez pas le truc là. Maintenant, sur la sortie de M. Éric Dupuy, c'est l'homme politique qui m'intéresse. Éric Dupuy à l'état civil ne m'intéresse pas parce que je ne le connais pas. Mais l'homme politique, je caricaturais le professeur Victor Topanou de calamité, mais au Togo, nous avons plus qu'une calamité politique. Et c'est monsieur Éric Dupuy. Parce que toutes les malchances... Non, toutes les malchances de monsieur Jean-Pierre Fabre, c'est d'avoir à ses côtés un certain Éric Dupuy que lui-même, il n'arrive pas... Que lui-même, il n'arrive pas à recadrer, comme le disait sur ce plateau Francisco. Le gars prend trop de liberté et il nuit à l'action politique. Si ce n'est pas lui, donc ça peut... Je reviens à la question. Éric Dupuy a fait quand même une précision, c'est que dans la perspective des réformes et d'élections à deux tours, une candidature unique n'a aucun sens. Oui. Vous savez, ce qui est marrant dans cette affaire, c'est qu'on fonctionne au Togo comme si ce qu'on veut, on l'a. Mais
on se débrouille pour perdre ce qu'on veut. Je veux dire quoi? Nous étions dans ce pays lorsque la possibilité a été donnée à l'opposition de voter une loi à l'Assemblée qui permet qu'on aille à une élection à 2 tours. Nous sommes actuellement là, dans l'ancienne constitution qui maintient l'élection à 1 tour. Et personne ne le voit. On raconte autre chose, on ragote à gauche, à droite, le président fait ci, le président fait ça, sans se poser la question de savoir, notre constitution là, qu'est-ce qu'elle contient? Elle continue d'être ce qu'elle était depuis des années, et que les gens crient, les gens grillent, mais elle est là. Vous voyez, c'est ça, c'est un homme politique, enfin, un responsable d'un pays a dit que le problème togolais, lorsque vous demandez qu'on vous l'explique, et si après l'explication, vous dites que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous l'a mal expliqué. Non, c'est que vous n'avez rien compris. C'est que vous n'avez rien compris. Ça veut dire si après l'explication, vous dites que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous l'a mal expliqué. Ça veut dire quoi? C'est tellement complexe. Le problème togolais est tellement complexe. Et ceux qui font que... Est-ce qu'il est complexe ou c'est les hommes? C'est les hommes qui font la complexité. Au lieu de vous asseoir, de régler les problèmes au cas par cas, tous les problèmes sont là. Vous savez, nous sommes toujours à la case départ au Togo. Depuis des années, on dit constitution, il faut élection à 2 tours, etc. Nous sommes toujours là, à une constitution où l'élection est à un seul tour. Maintenant, on prépare une élection, une candidature unique. Mais vous savez, quelles que soient les candidatures uniques, les candidatures multiples, nous avons toujours eu une réalité dans le pays. Et ça s'est démontré également dans un autre pays il y a quelque temps. On va à une élection à 1 tour, on fait une élection à 2 tours. Lorsque le président prend 62%, c'est fini. C'est bien, tout c'est fini. Ça ne règle aucun problème, cette histoire. Il faut que les Togolais comprennent que la politique, ça ne se fait pas dans la rue. Ça se fait dans la réflexion. On construit l'action politique, on l'amène et on choisit qu'est-ce qu'on fait. Et on dit à la population. On laisse la rue dominer sans rien comprendre et on se chamaille. Alors, Francisco, quand on dit que dans la perspective des réformes, on n'a plus besoin d'une candidature unique, alors qu'on n'a plus le pouvoir aujourd'hui d'agir sur ces réformes-là, quel est le message qu'on fait passer par là? Non, ceux qui disent qu'ils n'ont plus besoin de réformes, peut-être ça n'engage que. Peut-être que ils se sont déjà positionnés. Parce que Jean-Paul a dit, il n'y a pas de manœuvre en tant que Jean-Basile Agbo l'a dit. Il n'y a pas de manœuvre actuellement pour dire on modifie la Constitution, on fasse les réformes. Puisque déjà, Diritama l'a dit que les élections, par exemple, locales, les réformes n'ont aucune incidence. Et M. Dupuis l'a répété aujourd'hui, phrase pour phrase. Mais Dupuis l'a renchéri. C'est ce que je dis que il est peut-être ailleurs que là où il est. Bon, donc ce gars doit changer de cadre. Voilà. Donc, moi, selon moi, on n'a plus à se braquer en tant que tel sur l'aspect réforme si les institutions que nous avons en place ne permettent pas de le faire. Donc, je crois, là où Macky Sall a réussi la dernière fois, Abdoulaye Wade avait échoué là-bas. Donc, c'est le travail que peut-être le PNP continue de faire sur le terrain, parce que la connaissance du pays... Bon, maintenant, le PNP aussi doit se mettre dans une posture électoraliste. Il ne faut pas aussi tout le temps dire on fait un travail sur le terrain. Oui, c'est ce que... Non, c'est... Affronter l'électorat pour savoir qu'est-ce qu'on vaut. Mais c'est ce que j'ai dit. Eux, ils continuent chaque jour de rencontrer leurs militants, d'en parler, aller vers... C'est un travail qui avait été fait. Personne ne le voyait venir. Et puis un jour, ça a explosé comme ça. Donc, je crois que de leur côté, ça continue. Maintenant, ceux-là, ils sont là, ils n'ont pas de grande connaissance du territoire. Je ne sais pas si depuis que l'ANC et, je crois, la CDPA ont été peut-être à Sokodé pour aller visiter les prisonniers, revenir, s'ils ont pu retourner là-bas, je ne pense pas. La dernière fois, on était à Bassar, on en causait. Je vous ai souvent dit que c'est à Bassar, c'est quand Brigitte Adjamagbo avait été aux élections présidentielles, c'est à Bassar qu'on l'avait voté le plus. Parce que son père, n'est-ce pas, avait servi à Bassar comme chirurgien.
et très appréciée. Même elle-même, elle était née là-bas. Mais après ces élections, est-ce qu'elle est retournée pour aller saluer les gens, remercier les gens, même si elle a joué? Donc bref, voilà l'opposition qu'on a en face, qui n'a pas une connaissance du terrain, qui n'étudie pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fraude électorale qui a toujours dominé, qui n'étudie pas cette fraude électorale. Et ils sont là, c'est des petites déclarations de gauche à droite, mais certains, quand même, peut-être continuent, sinon continuent le travail sur le terrain. Oui, non, je voudrais juste faire une analyse pour dire, à la lumière de ce que mon confrère Francisco a dit, que, en fait, la déclaration de M. Dupuy, je l'aperçois comme une trahison, mais trahison à double sens. Une trahison politique et une trahison d'idées. C'est parce que l'ANC n'a pas réussi à imposer, à rallier les autres membres de la C14, bien de la C9, à la candidature de M. Jean-Pierre Fabre, qu'il parle aujourd'hui au sein de l'ANC de l'impossibilité ou bien de l'inopportunité d'avoir une candidature unique, parce que l'ANC serait dans une logique, quelles que soient les conditions, de déposer sa candidature, aussi bien pour les locales que pour la présidentielle. Ça, c'est une lecture que nous faisons. Maintenant, la trahison politique, c'est d'avoir fait mirer des choses sans avoir les moyens de sa politique à ses militants ou bien à leurs militants qu'ils avaient abusivement assimilés au peuple togolais. Donc aujourd'hui, seulement avec la dernière conférence de presse de la C14, si les militants avaient ce goût de ce qu'on appelle le principe de redevabilité en demandant des comptes à leurs leaders politiques. Mais ce sont les militants de cette C14-là qui diraient débarrasser le plancher parce que vous avez consacré vos limites, vos échecs sur la place publique. Parce que c'est cela que nous disions. Lorsque nous critiquions les actions de ces hommes politiques ou bien de ces partis qui constituaient la C14, aujourd'hui la C9, donc on nous vilipendait, on racontait des trucs là. Parce que les gens étaient beaucoup plus cadenassés dans une réflexion dictatoriale d'esprit. Je pèse mes mots. Dans une réflexion dictatoriale d'esprit. Donc mais c'est comme si on les prenait pour des cobayes et autres là. Et je m'interroge également avec tout ce qu'on a eu comme tohu-bohu dans ce pays, avec les morts que nous avons, même si on peut dire que ce n'est pas de la responsabilité pleine et entière de cette C14, avec ces morts-là, on aurait pu faire économie de ces morts. Peut-être qu'on fêterait les anniversaires de ces décédés et autres là. On a des jeunes aujourd'hui qui sont en prison, qui ont cru naïvement, disons en la force ou bien en la capacité de ces leaders politiques, mais qui ne pensaient qu'à se définir eux-mêmes socialement. Parce qu'ils ne portaient pas les aspirations de ce peuple, entre guillemets, parce qu'ils voulaient truc là. Le schéma, la scène que nous avons vue, lorsqu'ils avaient réclamé au cours du dialogue les 8 places pour la CENI, mais nous avons vu, ils savaient que cela, c'était une mauvaise jurisprudence et autres là. Ça portait entorse à notre constitution. Mais si ça pouvait faire leur lit, donc on pouvait dire que c'était le droit. Donc aujourd'hui, nous sommes où? La C14 a fait quoi? Mais la C14 n'a fait que envenimer l'environnement socio-politique dans notre pays. Et ces gens-là doivent débarrasser, même au sein de la diaspora, un certain Romary Lawson, Romary, je ne crois pas si c'est Lawson, mais qui est un acteur de la diaspora, a fait une sortie pour dire, mais il est temps. Nous parlions même du renouvellement de la classe politique, surtout celle de l'opposition. C'est le moment. Et Jean-Pierre Fabre ne peut plus aujourd'hui faire l'unanimité en termes de politique. Et je comprends. C'est le candidat naturel. C'est le candidat naturel. Donc là, même on peut dire, vous me permettez, je fais, disons, un certain syllogisme. Le candidat naturel peut devenir la catastrophe naturelle. Oui, mais Credo, vous voyez pourquoi on dit le boycott des élections législatives du 20 décembre était une bonne chose. Au fait, aujourd'hui, ça a permis... Non. Ça a été l'autre bénéfice. Moi, j'étais un adepte du boycott dans les élections législatives précédentes. C'est-à-dire que si c'était fait depuis ce moment, et peut-être naïvement, les gens allaient même faire ces réformes en pensant que 15 ans, c'était loin. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Maintenant, cette majorité, sinon minorité, qui bloquait, n'est-ce pas, les réformes et qui sont devenus des politiciens et de businessmen,
aujourd'hui, on a pu quand même avoir une certaine stabilité. Si c'était il y a quelques mois, quelqu'un va dire que c'est moi le chef de file de l'opposition parce que j'ai 15 députés, l'autre a 3, l'autre a 4. Aujourd'hui, voilà, l'argument n'existe plus. Aujourd'hui, toute l'opposition, je peux dire, est à un même niveau. Donc c'est de là que, en principe, devait émerger disons, de nouvelles personnes pour porter le flambeau. Alors, Basile, il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que les discours au niveau de la coalition commencent par évoluer dans la perspective électorale, que ce soit des locales ou de 2020, alors qu'à un moment donné, on disait, on martelait plus d'élections au Togo s'il n'y a pas de réforme. Ouais. Comment on peut changer de discours comme ça aussi facilement? Donc les gens, ils sont contraints. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qu'ils avaient utilisé comme fonds de commerce a complètement disparu. Et on ne peut plus continuer le même langage avec sans ceci, sans ceci. Ils savent maintenant qu'ils ont perdu le terrain. Ça, il faut le comprendre. Ils l'ont reconnu. Et donc, ils sont obligés de changer de langage. Et aujourd'hui, quand les gens disent, voilà, les législatives n'ont rien à voir avec les réformes, tout ça, c'est intéressant. Les locales, mais c'est intéressant. Les gens évoluent. Mais il faut prier que les gens, beaucoup plus, évoluent encore plus pour qu'on puisse accéder à beaucoup plus de compréhension politique. Le terrain politique, c'est un terrain où il faut mûrement réfléchir et savoir où poser les pieds. Depuis longtemps, notre opposition a toujours... je ne sais pas, réfléchi par, comment on dit... non, pas l'autorité. Non, c'est-à-dire qu'on pense que qu'est-ce que les gens vont apprécier. C'est ça, je vais dire. Alors que lorsque vous êtes un leader politique, un leader, ça conduit. Mais les gens se sont laissés conduire par n'importe qui chante quelque chose et puis là, le politique le prend et s'habille et puis voilà. Non, il faut que les gens comprennent que lorsqu'on est leader politique, c'est vous qui menez. C'est vous qui faites comprendre aux gens où est-ce que nous voulons aller. Et je crois que les gens commencent par réfléchir mûrement. Et si aujourd'hui, notre ami Dupuis prend le même langage que Yeritama, que les gens ont pris le temps d'insulter sur les réseaux sociaux et un peu partout, je crois que c'est de l'évolution. Il faut quand même apprécier cela et que d'autres personnes évoluent également dans ce sens-là pour le bien de notre politique. Et puis, il faut reconnaître que moi, je me dis aussi que l'ANC est aujourd'hui noyé par son propre système. Parce que à chaque fois, lorsque ils étaient à l'UFC, quand par exemple la CPP et autres, la CDBA se permet de faire une coalition avec l'UFC, et après l'échéance, les leaders retournent et le peuple reste là. C'est-à-dire reste avec l'UFC, je crois, l'UFC. Et maintenant, après, quand l'UFC est parti, là, c'est, disons, divisé en deux avec les AGO et autres choses. Mais les gens qui sont partis également avec Jean-Pierre Fabre depuis 2010 sont partis, c'est-à-dire les leaders sont repartis et la population est restée un soutien pratiquement de l'ANC. Maintenant que ça s'est posé, que c'est le PNP qui est sorti, n'est-ce pas, de cette crise, on constate que l'ANC a beaucoup chuté. Et je crois que c'est au fait cet équilibre-là qu'il nous fallait et qui est arrivé et qui doit être consolidé pour une alternance. Oui, je voudrais ajouter juste un mot pour dire qu'aujourd'hui, si nous mettons l'ANC sur une balance, donc on dirait que en fait, l'ANC est impuissante aujourd'hui. Et l'impuissance politique de l'ANC aujourd'hui... Est-ce qu'on ne l'enterre pas un peu trop tôt? Non, je pas encore parlé de mort. Mais je dis que l'ANC... On l'enterre plutôt. On ne va pas l'enterrer si vraiment il y a de nouveaux leaders qui sortent de l'ANC. C'est-à-dire que plus Éric Dupuis pour venir parler au nom de l'ANC et Jean-Pierre Fabre, il faut qu'il se mette à la retraite. Et il doit avoir des énergies, de nouvelles énergies qui sortent. Que ce soit, oui, et puis je vois Adjamago aussi, je crois, elle est un peu fatiguée. Un peu dépassée. Voilà, il faut la promotion de... Il y a des gens... Nos leaders n'ont jamais nos leaders n'ont jamais voulu faire la promotion de la richesse qu'ils ont au sein de leur parti, de cette jeunesse-là. Je vois un certain Jean Eklou. Mais ils ont tout fait, ils font tout au jour le jour pour noyer un certain Jean Eklou. Donc en parlant de l'impuissance aujourd'hui de l'ANC, c'est un phénomène naturel. L'ANC
ou bien ceux qui composent l'ANC aujourd'hui, avec Jean-Pierre Fabre en tête, l'homme politique, ont commis le parricide. Et le parricide, ça se paie. Ce qu'ils ont fait. Appeler les amis et les militants à lapider son papa, on le paie. Et c'est ça qu'ils sont en train de perdre, de payer aujourd'hui et autrement. Aussi, hein. Non. C'était vraiment de la politique malsaine et autrement. Oui, mais on est en politique. Terminer. Non, la politique. Et c'est amoral. Oui, et c'est non seulement c'est amoral, mais c'est immoral. Et autres là. Donc la situation aujourd'hui de l'ANC qui essaie de se débattre et autres là, je vais le schématiser par une expression ivoirienne. Lorsque on veut tabler sur l'impuissance d'un homme et autres là, on dit que ce monsieur est un bonbon glacé. Donc aujourd'hui, l'ANC est un bonbon glacé parce que l'ANC ne peut plus jouer les premiers rôles. L'ANC n'a plus les outils nécessaires. Il faudrait qu'il essaie de se rendre à l'évidence. Et le premier bénéfice de M. Jean-Pierre Fabre aujourd'hui, comme homme politique, c'est de se débarrasser d'un certain Éric Dupuis, que je considère comme une calamité politique à ses côtés-là. Lui-même, il a vidé le plancher. Et écoutez, non, il n'a pas ce courage-là. Lorsqu'il n'a pas cette humilité, je crois qu'il l'a dit quand dans une interview que j'ai lue cette semaine, c'est que s'il y a de nouvelles énergies qui émergent, c'est avec humilité qu'il acceptera de se il la place. J'ai donné l'exemple d'un certain Jean Clou qui peut faire l'affaire. Mais il y a même d'autres. Raymond Goudia est là-bas. Jean-Jacques Kouevi et autres là. Mais nous avons même un certain De Broussadama. Mais ils ont essayé, pas faire la politique de la peau rouge au sein de l'ANC. Donc aujourd'hui, l'ANC est un bonbon glacé. Depuis quelques semaines a été lancé, je crois, le programme national de développement. Le PND qu'il faut saluer. Qu'il faut saluer l'échec. On ne salue pas l'échec. Non, ce n'est pas on n'a pas. J'ai lu un peu le document PND. Mais est-ce que tu n'as pas compris ce document? Bon, on ne va pas faire ça. Malheureusement, le temps est passé. Merci. Quel d'autre été? Vas-y, la gloire, Francisco Napopoa. Aucun politicien de l'opposition n'a pu s'exprimer sur le PND. Je suis Oui. désolé. Malheureusement, parce qu'ils n'ont pas la matière. Ils n'ont pas la matière. Donc, Mathieu, c'est la rue.